Il y a 25 ans, 3 chercheurs fondaient l'IRIS, un institut de recherche animé par des valeurs de gauche, avec l'objectif de faire contrepoids au discours de droite et en faveur du libre marché qui dominait alors les discussions sur l'économie et les finances publiques. Dans ce balado, nos chercheurs et chercheuses se penchent sur la transformation du paysage social et économique au cours de ce quart de siècle, sur le rôle que l'IRIS a joué dans le débat public et dressent un bilan des défis à venir alors que la droite s'installe au pouvoir un peu partout en Occident, y compris au Québec. Je m'appelle Camille Legauthieu, je suis responsable des communications à l'IRIS. Et moi, c'est Julia Posca, je suis chercheuse à l'IRIS et vous écoutez Comprendre l'économie et la transformer. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Faut qu'on travaille plus. Si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses. On est très attaché à l'équilibre budgétaire. C'est pas un détail, l'équilibre budgétaire pour nous. On réclame l'équilibre budgétaire, on réclamait l'équilibre budgétaire, on le réclame encore. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu'il investisse en immobilier puis qu'il prenne les risques qui vont avec aussi. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allô. Salut. Alors, pour ce 4e épisode, on va parler de la contribution de l'IRIS à la recherche sur les inégalités au Québec. On va revenir sur les dessous du calcul du revenu viable, qui est quand même une contribution importante de l'IRIS à ces enjeux-là. On va parler de philanthropie, d'ultra-riches peut-être. On ne va pas se limiter à la question des inégalités de richesse. On va essayer de comprendre pourquoi c'est important aussi d'adopter une perspective intersectionnelle sur ces enjeux-là. Ça va être une occasion pour nous d'aborder une question qu'on n'a pas beaucoup abordée durant les derniers épisodes. C'est la question du rôle que l'IRIS peut jouer contre la montée de la droite identitaire au Québec, donc de la guerre culturelle menée par des conservateurs québécois dans l'espace public. Donc, c'est un vaste programme, comme d'habitude. Je pense qu'on va réussir à le faire parce qu'on a 2 excellents invités aujourd'hui, Evelyne Couturier et Maxime Fortin. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Evelyne Couturier. Je suis chercheuse à l'IRIS depuis ce que j'ai l'impression être toujours. Je me rappelle même pas en quelle année j'ai commencé à travailler parce que c'était un moment un peu flou où on était en train de repartir la machine de l'IRIS. On faisait beaucoup de bénévolat et tout. Donc, autour de 2005, 2006, 2007, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler à l'IRIS. Et je suis une chercheuse que j'appelle tout-terrain. Je touche beaucoup de sujets variés. Et récemment, j'ai hérité du dossier du revenu viable. Moi, de mon côté, je m'appelle Maxime Fortin. Je suis le petit nouveau de l'IRIS. Je suis celui qui est arrivé l'an dernier, en mars 2024. Donc, moi, j'ai une formation en sciences politiques. J'ai un parcours aussi à travers différents mouvements sociaux. J'ai passé les dernières années à la Ligue des droits et libertés. Et puis, comme chercheur, je m'intéresse à différentes thématiques, notamment la thématique de la philanthropie dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Donc, plusieurs sujets sociaux aussi. Plusieurs sujets aussi qui touchent les mouvements sociaux. Donc, c'est clair que c'est une balado qui m'intéresse particulièrement. Merci d'être là. Et donc, peut-être avant de commencer, une petite mise en contexte, si on veut. L'IRIS a été fondé en l'an 2000. Puis, à l'époque, c'était... donc, ça faisait déjà 20 ans que le Québec, comme d'autres pays occidentaux, était plongé dans... faisait l'expérience des politiques néolibérales. Puis ça suivait différentes crises économiques là, qui ont affecté ces pays là, à partir des années 70 et une période aussi, donc entre les années 70 et le début des années 2000, une période de croissance des inégalités de revenus et de richesse. Puis au début des années 2000, ça se stabilise un peu parce que justement, on est dans une période de un certain retour à la stabilité économique, et donc, la tendance au recul la tendance au creusement des inégalités était peut-être moins à l'esprit à ce moment-là parce que, justement, on retrouvait un certain niveau d'emploi, tout ça. Par contre, la crise de 2008, la crise économique de 2008, donc qui est comme... la plus grande crise, je pense qu'on avait connue depuis celle des années 20, a vraiment ramené la question des inégalités à l'avant-scène. Puis pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, c'est une crise qui a été, en fait,
dont les inégalités étaient le moteur. On est dans des sociétés, des économies capitalistes où il y a une grande accumulation de richesses et donc des individus, des entreprises qui ont finalement utilisé la spéculation financière pour accroître leur richesse et donc qui ont rendu l'économie très fragile. Puis c'est entre autres pour ça qu'on a eu une bulle financière qui a éclaté en 2008. Puis les conséquences de cette crise-là, c'est aussi une exacerbation justement des inégalités des gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur maison. Bon, ça a été vrai surtout aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi. Après ça, des politiques d'austérité qui sont adoptées partout dans le monde à cause de l'endettement des États. Et de l'autre côté, des grandes banques qui se font justement sauver à grand renfort de fonds publics. Fait que bref, un long préambule pour parler de cette époque-là et de l'importance de la crise de 2008 qui ramène la question des inégalités. C'est à ce moment-là qu'on voit le terme du 1% versus le 99% émerger pour, donc d'une catégorie statistique finalement qui devient un objet de mobilisation politique. Puis c'est exactement dans ce moment-là que l'IRIS finalement se penche pour la première fois là, sur la question des inégalités. En fait, en publiant une étude, Evelyne, tu as travaillé dessus, tu as travaillé sur cette étude-là qui a été qu'on a fait en collaboration avec le Centre canadien de politique alternative. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ça date d'il y a longtemps. On parle de 2013. Non, 2010. Oui, c'est ça. En 2010, en 2009, on s'était fait approcher par le Centre canadien de politique alternative parce qu'il y avait un intérêt de faire une étude pan-canadienne sur l'écart entre les riches et les pauvres dans les différentes provinces. Et là, nous, on était encore un jeune institut en commencement. On avait commencé à faire certains contacts et nous avaient demandé est-ce que vous seriez intéressé à faire cette recherche-là. Puis ils nous ont fourni des bases de données de Statistique Canada pour pouvoir comparer non seulement l'évolution de la pauvreté, parce que ça, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup, la pauvreté, est-ce que les gens en ont assez pour répondre à leurs besoins, puis quel est le pourcentage de population qui n'ont pas assez pour répondre à leurs besoins. Mais la question des inégalités, regardez la différence entre les plus pauvres et les plus riches, ça, c'était moins habituel. Avec cette base de données-là, on a commencé à faire des comparaisons pour voir la différence entre 1976 et 2006. Il faut comprendre que les bases de données de Statistique Canada prennent toujours du temps à construire. Donc, l'étude a été sortie en 2010, mais les données les plus récentes qu'on avait, c'était 2006. Ça nous a permis de voir qu'il y avait un écart qui se creusait entre les plus riches et les plus pauvres. Un écart qui était moins grand au Québec que dans le reste du Canada, mais qui demeurait important et qui demeurait en croissance. Fait que c'est pas une question de savoir est-ce que les pauvres sont aussi pauvres qu'avant, sont moins pauvres qu'avant, mais les riches sont tellement plus riches aujourd'hui, à l'époque et encore aujourd'hui, que l'écart s'accroît en raison de l'accumulation de richesses dans une partie de la population. Et le CCPA, si je peux me permettre, c'est un peu l'équivalent de l'IRIS, mais dans le Canada anglais. Exactement. Alors, eux célèbrent cette année, je pense, leur 45e anniversaire. Fait qu'on a 20 ans d'écart entre nous deux. Donc, quand l'IRIS a commencé à se reconstruire, à essayer d'être un institut plus permanent qui permettrait d'avoir des chercheurs à temps plein, on s'est tourné vers le CCPA pour regarder c'est quoi leur modèle, comment ils organisaient leur travail, comment ils organisaient leur financement, parce que c'était un institut qui existait à travers le Canada et qui avait vraiment des recherches super intéressantes. Puis de nos jours, les personnes qui pensent au CCPA, qui se demandent c'est quoi, c'est eux qui sortent chaque année le moment où les PDG les plus riches du Canada ont un revenu équivalent à un travailleur moyen, et ça se passe le 2 janvier. Ouais. Et de plus en plus tôt tous les années. C'est ça, puis c'est un institut avec qui on a beaucoup collaboré après au fil des années. Là, absolument. Qui fait un travail un peu similaire au nôtre, mais donc cette étude-là, elle venait bien montrer que malgré les discours sur la croissance économique, puis le fait que quand il y a de la croissance, forcément, ça profite à tout le monde parce que ça ruisselle sur l'ensemble
de la population. Mais en fait, non, on est dans des économies qui créent des inégalités. Puis la tendance qu'on observe partout en Occident, elle se vérifiait aussi au Québec. Cette recherche-là est en 2010. Puis là, si on a parlé de la crise de 2008. Occupy Wall Street, c'était plus en 2011. C'est qu'on voit qu'il y avait comme une espèce de courant qui était latent dans la population en général, dans les mouvements sociaux, de parler de ces inégalités-là. Puis moi, un moment marquant de ma carrière de chercheuse, en tout cas, c'est pas ma carrière, là, mais en 2013, il y a eu le livre Spirit Level de Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui sont deux épidémiologistes qui se sont intéressés à la question des inégalités en se demandant, au-delà de, c'est pas juste qu'il y ait des gens qui aient plein d'argent puis d'autres qui n'en aient pas. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire matériellement dans la vie des gens? Puis on voit que les pays qui sont plus inégalitaires ont une espérance de vie qui est plus bas, un taux de mortalité infantile qui est plus élevé, un taux de mortalité maternelle plus élevé. Donc, ça a des effets dans la vie des gens. C'est pas juste parler des pauvres ou des riches, c'est la population au complet qui est affectée par les inégalités. Mais en même temps, cette croyance-là entre le lien entre la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie et la diminution des inégalités est en quelque part fondée sur quand même tout le narratif qu'il y a eu autour des 30 Glorieuses. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, cette augmentation-là de la production s'accompagne plus d'une amélioration des conditions de vie en Occident? Bien, c'est pas faux de dire que la croissance économique d'une nation, d'une communauté va venir avec des améliorations de conditions de vie. Si on se compare, par exemple, au Rwanda ou à la Corée du Nord ou dans d'autres pays où il y a des grandes pauvretés, bien, avoir plus d'argent permet de mieux nourrir sa famille, permet d'avoir des opportunités et tout. Mais rendu à un certain niveau, c'est ça que Kate Pickett et Wilkinson ont pu démontrer, rendu à un certain niveau de richesse, il n'y a plus vraiment d'amélioration, puis c'est les inégalités qui comptent. Et j'ai l'impression qu'il y a eu, on a parlé un peu de néolibéralisme, on a parlé des réformes néolibérales qui ont diminué la place du public dans la santé, dans l'éducation, qui poussaient à la privatisation de l'économie. Bien, c'était pas à l'avantage de tout le monde, ça. Puis, on était assis sur des années où la croissance économique s'accompagnait d'une amélioration collective des conditions de vie. Puis après ça, ben c'était le contraire, mais on restait un peu, je pense, attaché à notre narratif de plus d'argent, plus de bonheur. Et les gens qui vivaient ces réformes-là voyaient bien que ça n'avait plus cet effet-là. Fait que, je pense que c'est important de rappeler que nous, en tant que chercheurs, on a fait un travail, mais ce travail-là est beaucoup nourri déjà par les mouvements sociaux puis les constatations, les revendications de ces gens-là qui disaient « Hey, attendez un instant, là, ça ne fonctionne pas ». On peut parler du logement aussi. On a fait des recherches qui démontrent qu'il y a une crise du logement. Mais bien avant qu'on ait des chiffres, il y avait des groupes qui s'occupent du logement qui disaient on a de plus en plus de cas problèmes, on a de plus en plus d'hausses de loyer, on a de plus en plus de cas devant la régie ou le tribunal administratif du logement. Fait qu'il y a cet aller-retour qui se fait, qui nous aide à étayer cette recherche-là, puis ensuite qui aide les mouvements sociaux, les gens qui font des revendications, même des politiciens, des politiciennes, à avoir un discours pour la transformation sociale. Oui, l'intérêt de la recherche, c'est aussi, sur les inégalités, c'est aussi de montrer, pas seulement qu'il y a des inégalités et c'est quoi la révolution, mais c'est d'essayer de chercher c'est quoi les causes aussi. Oui. Puis bon, ça nous a amené, par exemple, à travailler sur la financiarisation du capitalisme ou encore sur, justement, les réseaux au sein de l'élite politique et économique, comment on a des individus qui circulent dans ces réseaux-là, puis qui accumulent du pouvoir. Donc, c'est aussi ça de comprendre les inégalités, c'est comprendre comment elles se reproduisent. Puis c'est différent que de parler de pauvreté quand même, Evelyne, parce que la pauvreté, c'est ça, c'est un certain état d'indigence, tout ça, puis c'est pas le même type de... évidemment, ça se nourrit un peu des mêmes facteurs, mais c'est quand même... on parle de deux dynamiques quand même différentes. Oui, là. Oui, puis c'est ça qui est intéressant aussi quand on parle d'inégalité, c'est d'avoir ce regard qui est sur la distribution de revenus au complet. Puis quand on parle de la pauvreté, c'est souvent comme une espèce de problème à régler, ça
concerne une catégorie de personnes, certaines personnes, puis j'en fais pas partie, donc je problématise au loin. Puis les riches, de l'autre côté, ben on les regarde un peu en les idéalisant, en espérant un jour les atteindre, mais encore là, on n'en fait pas partie, on est exclu. Mais quand on parle des inégalités, tout d'un coup, il y a comme une ligne qui part de cette extrême pauvreté à cette extrême richesse, puis nous, on est en quelque part au milieu et on est affecté à la fois par ce qui cause la pauvreté, puis je trouve ça intéressant d'en parler, justement, la richesse aussi vient de certaines politiques qu'on a mis en place, notamment en santé, quand les médecins disaient on est mal payé, on n'est pas assez payé, mais on en a fait des recherches pour montrer que on est en train de prendre toutes les ressources en santé puis les mettre aux médecins, ben ça a des conséquences sur le reste de la population. C'est des inégalités de revenus qui se transforment en inégalités d'accès à des services. On parlait du 99 c'est comme ça qu'on le nommait à l'époque. Aujourd'hui, un thème qui est un peu plus populaire dans l'espace public, c'est le terme d'ultra-riche, qui est un terme quand même qui est très utilisé. D'un côté, c'est intéressant qu'il y ait un regain d'intérêt pour cette catégorie de la population-là. Ça montre quand même qu'il y a quand même une certaine admission de ce qui se passe au niveau de l'accumulation de la richesse chez ces personnes-là. Mais en même temps, ça me semble un terme qui est peut-être insuffisant pour parler de cette catégorie-là de la population. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Ça occulte certaines dynamiques et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la notion d'ultra-riche en recherche, notamment? Je pense que ça a un côté descriptif très intéressant, très pratique. Par contre, il faut le mentionner, la notion est quand même insuffisante. D'un point de vue conceptuel, c'est assez pauvre. C'est juste de dire que des gens en ont beaucoup, 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 mais ça qualifie pas la nature de des liens que ces personnes-là ont entre elles. Est-ce que ces gens-là sont une classe, sont une élite, sont un groupe select? Donc, je pense qu'on a vraiment avantage à, je dirais, essayer de trouver quelque chose qui fitterait mieux avec plusieurs théories qui, je pense, peuvent très bien expliquer la situation actuelle et qui pourraient nous offrir des outils conceptuels peut-être plus généreux que ultra-riche. Ultra-riche, on peut tu sais, je pense que médiatiquement, ça sert bien la cause, mais au niveau de la recherche, je pense qu'on est à proposer quelque chose. Ça limite aussi beaucoup, hein? 1%, puis ultra-riche, là, on parle... ultra-riche, on parle plus du 0.1%, 0.01%. Fait que, encore là, c'est facile de les mettre dans une petite boîte puis de dire, il existe cette catégorie de personnes-là, là, elle est toute petite, puis eux autres, c'est les méchants, puis après ça, il y a toutes les autres. Mais le 1% nous force aussi à se regarder peut-être plus proche de nous que les ultra-riches, qui sont aussi un problème majeur. Là. Effectivement, parce que, tu sais, on pourrait avoir le réflexe de penser, OK, c'est Bill Gates le problème, mais le millionnaire de ma région, lui, il est mon allié. Tu sais. Le milliardaire est l'ennemi, le millionnaire est mon allié. Donc, je pense qu'il y a un glissement qui peut s'opérer de penser que uniquement les ultra-riches font partie du problème et les gens qui ont beaucoup, qui en accumulent beaucoup, beaucoup plus que les autres et qui ne veulent pas partager, eux, c'est correct. Oui, on dirait que dans un cas comme dans l'autre, c'est qu'on occulte les mécanismes qui permettent à des individus d'accumuler autant de richesses et la relation avec le fait qu'il y a des gens qui n'en ont pas assez. C'est-à-dire, c'est ça qu'on voit pas aussi quand on fait juste parler des riches, puis de, Luc Poirier, puis de ses voitures. C'est ça, on isole l'individu. On le voit plus dans un système qui reproduit des inégalités. Par exemple, tu as parlé du logement ou des politiques publiques qui font que des personnes ou des entreprises peuvent accumuler beaucoup de richesses. Hein. On a publié sur l'évitement fiscal des entreprises canadiennes dernièrement. Bien, c'est des politiques. C'est aussi des mécanismes comme ça qui font qu'il y a cette accumulation de richesse. C'est pas Luc Poirier qui partage pas. Il existe plein de personnes qui partagent pas avant Luc Poirier. Donc, non, il donne à des fondations. On aura l'occasion d'y revenir. Oui. Fait que c'est important d'avoir un regard qui est plus large pour pas dire si Luc Poirier donnait toute sa fortune, tout d'un coup, il n'y en aurait pas d'inégalité. Ben non, d'une part, il y a eu des politiques publiques qui ont permis et des pratiques capitalistes légales et encouragées qui lui permettent d'arriver là. Et ça, c'est un problème. Et d'autre part, ces pratiques-là, ils bénéficient à beaucoup de personnes qui sont juste des millionnaires ou juste qui ont juste quelques dizaines de millions de dollars. Le problème, c'est pas le montant d'argent, c'est les dynamiques qui font qu'on peut les garder puis les accumuler puis exploiter les gens en cours de route. Parce qu'on peut critiquer l'accumulation,
Et c'est très bien de critiquer l'accumulation. À un moment donné, quand quelqu'un accumule autant que 4 pays réunis, on peut considérer qu'il a peut-être trop accumulé, mais plus important encore, c'est de remettre en question la relation qui permet l'accumulation. Le type de relation sociale, le type de relation économique, le type de modèle économique, de politique qui permettent une accumulation illimitée. Ça, on a peu tendance à en parler, même si on est devenu, je dirais, beaucoup plus critique par rapport au fait que des gens aient des empires personnels à la Elon Musk, ou puissent devenir des espèces de super vilains comme il y a dans James Bond. Là, on n'est pas loin de ça presque avec Elon Musk. Au-delà de ce type de richesse caricaturale-là qui existe, la relation qui permet d'en venir là, elle n'est pas toujours exposée, elle est plus rendue invisible qu'exposée. Mais tu sais, là, ça revient à ma question, comment on les nomme, ces personnes-là? Bon, probablement la bonne façon de la nommer, ça serait peut-être capitaliste, bourgeois, mais bon, en recherche ou dans l'espace public, en tout cas, il y a des réflexions à avoir par rapport aussi, c'est très attaché à, la théorie marxiste et tout ça, fait qu'on fait quoi avec ça dans ces moments-là? Peut-être, je pose la question, je pose la question, je m'attends pas à avoir une réponse, mais je pense que c'est le genre de réflexion, en fait, c'est le genre de réflexion que l'IRIS a quand même pour... je pense qu'une part de réponse, c'est un peu comme, je vais faire une analogie un peu originale, là, mais elle est très, très chercheuse de l'IRIS un peu, mais c'est comme le PIB, hein? C'est le fun, le PIB, c'est utile, le PIB, mais ça ne permet pas de tout décrire, le PIB. C'est un indicateur qui est basé sur plein d'a priori qui font que quand on fait juste dire le PIB augmente, ça ne veut pas dire que la nation, la communauté est plus riche puis que ça s'améliore et tout. Il faut regarder d'autres types d'informations. Mais c'est la même chose avec quand on parle des gens qui sont très riches. Il faut parler du 1 %, il faut aussi parler du 0,1 %. Là, ça nous permet de parler des gens qui accumulent, mais il faut aussi parler de capitalistes, il faut aussi parler d'élite, il faut aussi parler de différents mécanismes, sans nécessairement nommer les gens, mais de parler de ces façons de faire affaire, de cette façon de concevoir le monde. C'est pas en nommant ou en pointant le doigt qu'on réussit à changer les choses. C'est vraiment en exposant les mécanismes derrière cette accumulation et cette exploitation-là que je pense qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Oui, c'est la différence entre avoir un discours moral sur les richesses, c'est mal, ou l'accumulation, une trop grande accumulation, c'est mal, versus avoir un discours qui est plus politique, finalement, puis qui est un constat sur, justement, le caractère systémique de ces inégalités-là, en fait. Mais bon, on a parlé d'inégalité, mais et on a mentionné que c'était pas la même chose que parler de pauvreté, mais il faut quand même en parler de pauvreté là, parce que il y en a encore dans notre société, même si on est une société riche, puis même si le Québec s'est doté d'une loi en 2002 pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je pense qu'on en parle en fait pas encore assez peut-être de pauvreté, probablement parce qu'on parle de gens qui ont pas dont la voix est pas entendue dans l'espace public, qui ont pas de tribune souvent pour s'exprimer, et donc ça fait en sorte que on n'est peut-être pas encore assez bon à combattre cette pauvreté-là, alors qu'on en aurait clairement les moyens. Là, on avait d'ailleurs publié une étude là-dessus sur le concept de déficit humain, donc ce que la société, en fait, ce que les plus pauvres au Québec n'ont pas, hein, donc qu'on peut nommer comme une forme de déficit. Puis de l'autre côté, toute la richesse qui est accumulée dans la société qui permettrait d'éliminer cette pauvreté-là. Mais bref, c'est un thème aussi dont on a beaucoup parlé à l'IRIS, et notamment, avec l'indicateur du revenu viable. Puis, pour ce déficit à la pauvreté, ça se base sur la MPC, la mesure du panier de consommation, où on détermine, en fait, Statistique Canada détermine le strict minimum pour répondre à ses besoins sans le strict minimum. On parle de se nourrir, se loger, se déplacer, mais il y a pas de grandes vacances, il y a pas on va pas manger au restaurant avec cet argent-là. Et le déficit à la pauvreté, c'est de dire, il existe des gens dans la population qui ont même pas ce strict minimum-là, puis combien qui manque pour pouvoir le combler. Mais là, on parle du strict minimum, puis ce strict minimum-là, il est très bas. Puis avoir $1 de plus que la MPC, avoir $100
$ que la MPC, on est encore dans la précarité, on est encore dans la pauvreté, on est encore incapable de faire des choix, d'avoir une vie qui est décente. Alors, c'est là où est-ce qu'on a commencé à travailler sur la question du revenu viable, qui est un indicateur de sortie de pauvreté. Donc, la MPC, c'est le strict minimum pour couvrir ses besoins, puis le revenu viable, ça se veut plus généreux, puis d'avoir une vie qui est décente, qui est modeste, qui est pas encore là, c'est pas, on part pas faire des voyages internationaux à chaque année, puis on n'a pas un nouveau manteau d'hiver chaque année, mais on a l'argent qui est nécessaire pour pouvoir répondre à ses besoins, de faire ses choix. Et c'est un travail qui a été débuté avec Philippe Hurtaud et je pense que c'était Philippe Hurtaud tout seul, ensuite c'était Mine. Je pense que c'est Mine qui Mine qui a commencé. Ils ont été une équipe sur le salaire viable, en fait, à l'époque. Ouais. D'abord, c'était au salaire viable parce qu'on se basait sur des travaux du CCPA qui ont travaillé sur le salaire viable. D'autres pays aussi ont développé le salaire viable. Oui, qu'on appelle le living wage. Le living wage. Mais on a vraiment... Nous, on a changé pour le revenu viable en raison de cette ligne-là qu'on voulait avoir de sortie de la pauvreté. Oui, assez rapidement, peut-être comme 2 ans après qu'on ait publié le calcul du salaire viable pour le Québec, là, on est passé au revenu viable. Puis ce revenu viable-là nous permet de pas non plus lier la source de la pauvreté de façon stricte au travail. Parce que quand on dit living wage, quand on dit salaire viable, ça veut dire il faut travailler à temps plein. Temps plein, ça veut dire tel nombre d'heures. C'est un peu très, très normé. Alors que quand on dit revenu viable, après ça, comment tu vas chercher ton revenu viable? Tu travailles plus d'heures, tu travailles moins d'heures, au salaire, bas salaire. C'est à toi de voir comment tu gères ta dynamique familiale, encore plus pour 2 adultes, 2 enfants, où tu as 2 personnes qui peuvent travailler, qui peuvent moduler comme ils veulent. Et ce revenu viable-là nous permet aussi de voir que quand on parle de pauvreté, puis c'est un peu ça qui commence à percoler dans la société, quand on pense à pauvreté, on pense aux indigents. On pense aux personnes qui sont très pauvres. Et c'est important de s'en occuper à cause du déficit à la pauvreté qui a un impact sur leur santé, sur leurs conditions d'existence, sur leurs conditions de survie et de se projeter dans le futur. Mais il existe toute une catégorie de personnes entre la MPC et le revenu viable qui vivent dans la précarité, qui vivent avec la difficulté de répondre à leurs besoins, qui ne peuvent pas faire des choix. Et cette catégorie-là est en croissance d'une certaine manière parce que pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants, on parle de 82 000 $ pour sortir de la pauvreté à Montréal. C'est beaucoup d'argent. Fait que ça permet de parler de pauvreté autrement. Puis aussi, moi, une chose que j'aime beaucoup avec le revenu viable, c'est parler des revenus. Oui, on peut augmenter le salaire, augmenter les prestations, mais parler des dépenses aussi. Une solution pour diminuer le revenu viable ou pour sortir plus de personnes de la pauvreté, bien, c'est agir sur le logement, c'est agir sur le transport, c'est agir sur l'alimentation, c'est agir sur les services de garde. On est chanceux au Québec là-dessus, mais c'est des façons d'aider les gens à répondre à leurs besoins. Peut-être là-dessus, moi, comme je le rappelle, je suis le petit nouveau à l'IRIS. Donc, moi, je suis arrivé à l'IRIS et le revenu viable, donc c'était déjà implanté, c'était déjà quelque chose qui roulait. Puis moi, dans mes études doctorales, j'ai eu à travailler sur la pauvreté, notamment après mon projet sur la philanthropie. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec l'approche de l'IRIS, c'est qu'on continue de travailler sur une approche de la pauvreté qui est compatible avec une culture de politique publique, de politique sociale, d'état social et de justice sociale. Quand, malheureusement, à partir des années 80, les approches néolibérales ont tout simplement culpabilisé les gens qui sont dans la pauvreté. On est entré dans une approche très morale de la pauvreté. Les pauvres, ils sont paresseux, ils veulent pas travailler, il faut les forcer à travailler. Donc, faut leur tordre le bras, faut serrer la vis, faut couper. Donc, une approche très restrictive, très moraliste. Et quand il y a eu une réplique progressiste, là, c'était un peu dans une logique d'investissement social où là, on voulait élever les conditions de santé, on voulait presque instruire les pauvres et éduquer les pauvres. Donc, une approche assez condescendante et qui comprend pas vraiment, des fois, les mécanismes d'oppression ou d'exploitation et qui arrive un peu de haut. Donc, l'approche de l'IRIS, tant qu'à moi,
permet de maintenir une approche scientifique de recherche, mais compatible avec les politiques publiques qui sont dans une logique de justice sociale. Oui, parce que justement, un constat que vous faites année après année, par exemple, ça va être que les endroits où le transport en commun est le moins accessible, c'est souvent les endroits où ça va coûter le plus cher à vivre et donc où le revenu viable va être le plus élevé. Donc, c'est facile de voir très rapidement quel type de politique publique permettrait une sortie de la pauvreté. Moi, quelque chose qui... je trouve ça quand même fascinant. L'IRIS a quand même mis sur pied un indicateur. Je serais intéressée à savoir un peu les dessous de ce processus-là. Comme si on avait créé le taux de chômage. C'est quand même... Qui est un mauvais indicateur, donc c'est comme pas un bon comparatif, en tout cas, selon certains. Mais oui, les dessous, il y a quelque chose de pas sexy. Il y a Guillaume Tremblay-Boily qui a hérité aussi du dossier avec toi. Bon, on sait, lui, il a parcouru la Côte-Nord dans des épiceries. À la baie James. À la baie James, prendre en note le prix du pot de beurre de pinot dans chaque épicerie. En tout cas, il y a quand même tout un processus derrière ça. Là. C'est pas juste des lignes de com avec des solutions de politique publique. Non, c'est une des choses qui est intéressante à travailler sur le revenu viable, c'est de se mettre un peu les deux mains là-dedans puis essayer de construire ce budget idéal d'une famille, d'une personne seule, d'une famille monoparentale, puis d'essayer de comprendre puis d'aller chercher des vrais prix. C'est pas, à quelques exceptions près, c'est pas des formules mathématiques complexes. C'est combien ça coûte pour faire une épicerie. Puis là, on a une collaboration avec Alima, anciennement le dispensaire de Montréal, qui ont développé une méthodologie pour faire des relevés de prix uniformes à travers des épiceries. Fait que chaque ville pour laquelle on fait le revenu viable, c'est, je pense, 4 épiceries différentes. Et là, on essaie de trouver le prix médian du produit pour essayer de faire le prix normal qu'un ménage ferait. Et là, ensuite, par définition de si c'est un homme, une femme, enceinte, pas enceinte, son âge et tout, on est capable de faire le calcul calorique économique du panier d'épicerie. Donc, c'est vraiment un processus qui est rigoureux puis qui est basé sur des dépenses concrètes. Même chose avec le logement. Le logement, on se base sur les données de la SCHL qui fait un recensement des coûts des logements dans les différentes villes, dépendamment de la taille et tout. Donc, il y a un calcul qui est basé sur la réalité. Puis ça, c'est plutôt intéressant. Puis, chaque 5 ans, 4 ans, 5 ans, on fait ce qu'on appelle le rebasement où on prend l'ensemble de la très grande feuille de calcul avec toutes les variables et on repasse ligne par ligne pour se poser la question, est-ce que c'est encore la meilleure source de données qu'on utilise? Est-ce que c'est encore la meilleure définition de la sortie de la pauvreté pour cette dépense-là? Et de refaire le calcul. Et c'est le travail que j'ai fait avec Guillaume Tremblay-Boily l'année passée. Et c'est vraiment c'est un travail qui est lourd, c'est un travail qui est complexe, mais c'est un travail qui est très, très enrichissant. Fait que, normalement, le calcul du revenu viable commence en novembre, décembre. Et là, on commence à faire les relevés de prix, dépendamment des prix qui sont disponibles, essayer de faire le ménage dans les feuilles de calcul, ajuster le salaire minimum pour certaines dépenses qu'on calcule en fonction du salaire minimum qui est prévu. Et c'est un travail qu'on fait qui se perpétue jusqu'à peu près au mois de mars pour s'assurer que toutes les données sont les meilleures, que le coût de l'abonnement cellulaire soit le moins cher et le plus accessible possible, de faire un recensement de prix de ce côté-là et tout. Et là, on remplit notre grande base de données qui nous permet de faire le calcul automatique pour le revenu viable. Puis le transport, historiquement, est un des moteurs d'un revenu viable qui est élevé, mais depuis quelques années, on voit que le logement explique une grande partie des différences entre les villes qu'on calcule. Puis on calcule le revenu viable dans 7 villes chaque année et on a rajouté ce qu'on appelle hors des grands centres dans des régions un peu plus périphériques et des plus petites municipalités. Mais le logement est vraiment là où on voit que ça peut coûter très cher, ce qui explique que la différence entre, par exemple, la ville de Montréal puis la ville de Sept-Îles est plus aussi importante que ce qu'on pensait avant, ou ce qu'on constatait avant, parce que à Sept-Îles, on considère qu'un ménage de 2 adultes, 2 enfants doit avoir 2 voitures, et seulement une voiture à Montréal. Mais le logement coûte tellement cher que c'est comme si on leur rajoutait une voiture
pour la comparaison. Fait que ça nous permet de voir ces dynamiques-là aussi. Ça va de plus en plus cher, mais c'est basé sur des données qui sont concrètes, des données qui sont réelles, un vrai budget, des hypothèses qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire sortir de la pauvreté. Puis moi, je suis toujours heureuse que les gens ne soient pas d'accord avec mes hypothèses puis qu'ils me challengent là-dessus parce que, bien entendu, notre définition de la sortie de la pauvreté n'a pas besoin d'être universelle, mais il n'y a personne d'autre qui le fait. Fait que on va commencer là. Puis bon, petit moment d'autocongratulation, là, mais tout le travail que l'IRIS a fait, en fait, sur cet indicateur-là, ça a amené aussi, ça nous a amené à travailler avec Statistique Canada pour essayer de pousser finalement cet indicateur-là. Puis bon, finalement, c'est en fait, c'est un autre, c'est comme un indicateur frère, on va dire, du revenu viable, là, celui, l'indice panier, qui a comme été intégré par Statistique Canada dans ses bases de données. Là, ça, c'est intéressant, ouais. Philippe Hurtaud et Min Nguyen ont été deux des chercheurs principaux sur ce dossier-là. Et ensuite, Viviane Labrie, une chercheuse de la Ville de Québec, s'est ajoutée à l'équipe. Puis c'est elle qui a aussi développé le déficit à la pauvreté et qui a développé avec Simon Tremblay-Pepin et Mathieu Dufour ce coefficient panier-là qui permet de prendre la MPC puis d'évaluer dans les différents déciles, est-ce que les gens, généralement, réussissent à atteindre ce coefficient-là? Parce qu'il va, ce panier-là, parce qu'une personne seule va pas avoir n'a pas besoin du même revenu pour répondre à ses besoins que 4 personnes. Donc, si dans le, par exemple, 3e décile, il y a une personne qui est seule, le 3e décile, je dis n'importe quoi, disons que c'est 30 000 $. Bien, si j'habite toute seule puis j'ai 30 000 $, c'est sûr que je suis plus riche, que je peux me permettre plus de consommation qu'une famille de 4 avec 30 000 $. Fait qu'en faisant le coefficient panier, on est capable de voir où se trouvent les inégalités les plus importantes. Et par exemple, dans le premier décile, on parle de 0,7 paniers par personne, donc c'est beaucoup moins que la consommation de base. Et en travaillant avec Statistique Canada pendant des années de présentation de notre indicateur, de période de questions, d'affinage, bien là, depuis cette année, ils reprennent ce coefficient panier-là qui permet de voir l'évolution des inégalités, pas juste la pauvreté, des inégalités, et des inégalités basées sur la consommation et pas juste sur le revenu, sur ce qu'on est capable de s'acheter avec son revenu. C'est un indicateur qui est très, très riche pour parler d'inégalités et qui est stampé IRIS. Oui, puis c'est ça, c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a ces outils-là, ben on est capable justement d'avoir un autre regard sur la pauvreté, puis d'avoir, ça rejoint un peu ce que tu disais plus tôt, Maxime, puis ensuite de développer des politiques qui vont vraiment permettre, de, par exemple, enrayer la pauvreté ou les inégalités. La dernière chose que je veux dire sur cet indicateur-là que j'adore, c'est revenir un peu sur les déclarations des politiciens sur faut rattraper l'Ontario. L'Ontario sont plus riches que nous, basé sur le PIB par habitant. PIB par habitant qui s'appelle, comment on appelle ça? C'est le niveau de vie. Le niveau de vie. Hein? Quand on entend niveau de vie, on peut penser à niveau de consommation, capacité de s'en sortir. Non, c'est juste PIB par habitant, le niveau de vie. Mais si on prend l'indicateur panier, si on prend le coefficient panier, on voit que le Québec s'en sort mieux. Offre une meilleure capacité de répondre à ses besoins pour toutes les personnes jusqu'à peu près au 5e décile. Après ça, c'est à peu près équivalent. Puis c'est seulement dans le 9e et le 10e décile que l'Ontario nous dépasse. Fait que quand on parle de rattraper l'Ontario, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il faut appauvrir les plus pauvres pour enrichir les plus riches. C'est seulement en faisant ça qu'on va vraiment rattraper l'Ontario. Et c'est un indicateur qui nous permet de voir ça concrètement. Oui. Puis justement, étudier les inégalités, c'est aussi réfléchir aux solutions, justement, pour y remédier. Puis dans nos sociétés très inégalitaires, il y a un phénomène fascinant, c'est que les très riches se sentent investis souvent d'une mission de combattre toutes sortes de problèmes sociaux, dont celui de la pauvreté, entre autres. Bon, c'est paradoxal parce qu'évidemment, ils contribuent à ce phénomène-là. Mais donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voit plein de fondations s'attaquer à différents... Puis choisir, c'est quoi les problèmes les plus urgents auxquels il faut s'attaquer. Puis c'est un sujet sur lequel, évidemment, tu as travaillé dans le cadre de ta thèse, la philanthropie capitaliste. Ouais. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à être en
contact avec l'IRIS. Oui. En fait, on va faire encore un petit peu d'auto-congratulation. L'IRIS a fait un travail exploratoire quand même assez intéressant au niveau de la philanthropie au Québec. Moi-même, quand j'ai commencé mon projet de recherche doctorale, il y a une des études de l'IRIS, l'étude de Charbonneau, sur le soutien philanthropique à l'action communautaire, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et qui est cité dans plusieurs articles, dans les premiers articles qui ont traité là, de la philanthropie au Québec, de l'influence de la Fondation Chagnon. Donc, cette étude-là de l'IRIS, elle a vraiment comme positionné l'IRIS comme un acteur qui est capable d'amener vraiment là, une posture critique, intéressante, documentée sur la philanthropie. Puis, moi, dans cette foulée-là, moi, je travaillais sur la Fondation Chagnon. Donc, la Fondation Chagnon, c'est une fondation qui, comme dans beaucoup d'autres pays, a décidé d'utiliser son argent pour tenter de régler certains problèmes sociaux. Et ça, c'est une tendance lourde de la philanthropie. Il y a eu plusieurs décennies où la philanthropie avait un peu abandonné son ambition de régler les problèmes sociaux. Dans les années 50, 60, 70, il y avait un État social qui lui faisait beaucoup compétition. Mais à partir du moment où on a un État néolibéral qui est très content de voir d'autres personnes vouloir tenter de s'attaquer à la pauvreté ou à d'autres causes, la philanthropie a beaucoup plus le champ libre, mais surtout, le facteur le plus important, c'est vraiment, vraiment l'enrichissement. C'est vraiment, vraiment l'explosion des inégalités et le phénomène des grandes fortunes. Là, à partir des années 80, 90, 2000, on voit des gens s'enrichir de manière très, très, très rapide. Sauver beaucoup d'argent aussi, étant donné toutes les nouvelles politiques d'évitement fiscal et d'allègements fiscaux. Et là, on se retrouve avec des ultra-riches qui ont beaucoup d'argent, qui veulent régler des problèmes sociaux, qui veulent s'investir dans la société, qui créent des fondations et qui disent, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, on a eu ça au Québec avec la Fondation Chagnon, c'est tout un dossier sur lequel qui est possible à résumer dans le cadre d'une balado comme ça, mais bref, on a eu vraiment au Québec le développement d'une philanthropie qui s'est implantée très rapidement, qui a pris beaucoup de place et qui a généré beaucoup, beaucoup de critiques du public et des mouvements sociaux. Donc, je dirais que l'un des premiers rôles de l'IRIS et l'un de mes premiers rôles aussi en tant que chercheur qui était dans le réseau IRIS, ça a été vraiment d'exposer, ne serait-ce qu'à quel point, la philanthropie est une fausse solution puisqu'elle reconduit l'évitement fiscal, elle reconduit la logique d'inégalité, elle reconduit les exploitations. Mais aussi, quand on regarde le soutien philanthropique, au finish, c'est un soutien qui vient par orienter l'action des groupes de la société civile, orienter les groupes d'action communautaire, orienter l'action des mouvements sociaux. Et dans le cadre des partenariats qui se font de plus en plus entre les groupes communautaires, les fondations et le gouvernement du Québec, ça vient aussi orienter les politiques publiques. Donc, on se retrouve avec un phénomène où des gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais accumulent énormément d'argent. On leur permet de sauver de l'impôt. Ces gens-là créent des fondations sous le couvert de l'utilité publique, mais cette utilité publique-là, au final, leur confère plus d'influence sur la société civile et sur les politiques publiques. Donc, on se retrouve, d'une certaine façon, à accentuer le phénomène de l'inégalité. En fait, à partir des inégalités économiques, on accentue les inégalités politiques et sociales. C'est une solution, finalement, qui est très peu démocratique, en fait. Je dirais que c'est l'un des grands angles morts des gens qui sont des promoteurs de la philanthropie. Peu constatent à quel point la philanthropie fait reculer le principe même de la démocratie. La philanthropie a quelque chose d'antidémocratique en soi, et même si plusieurs philanthropes sont très épris de la démocratie, ils veulent financer toutes sortes de programmes pour faire avancer la démocratie, l'existence en soi de leur statut de philanthrope ou les privilèges qui leur permettent de devenir des philanthropes sont démocratiques ou sont potentiellement menaçants pour la démocratie. Oui, parce que finalement, quand tu es une personne qui décide de donner de l'argent à une fondation, tu fais le choix de retirer potentiellement une partie de cet argent-là au trésor public, qui va redistribuer la richesse selon des principes démocratiques qui pourraient être peaufinés, mais quand même,
pour finalement décider, ben non, moi, je veux que ça aille pour des écoles privées, par exemple. Puis là, ça me permet de te lancer la balle, Evelyne, parce que tu as travaillé sur ça récemment. Tu as défriché cet arrêt-là des fondations dans les écoles privées au Québec. Oui. J'ai fait ça. J'ai publié une étude l'année passée, une note l'année passée sur le financement philanthropique des écoles. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des millions de dollars qui sont donnés aux écoles privées, d'abord en frais de scolarité et ensuite en dons philanthropiques. Et ça permet aussi de rappeler que toute philanthropie n'est pas égale. Puis je veux pas dire que je veux pas nécessairement rentrer dans la bonne et la mauvaise philanthropie, mais la fondation qui s'occupe des petits déjeuners dans les écoles a le même statut que la fondation qui essaie de faire la promotion du libre marché complètement partout dans le monde. Désinhibé partout dans le monde. Fait que la philanthropie dans les écoles, c'est la même chose. Il y a des gens qui choisissent quelles écoles ils vont soutenir et c'est généralement des écoles qui ont déjà beaucoup de moyens, qui ont déjà beaucoup de ressources. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les écoles publiques ont tendance de plus en plus à recourir à la même forme de financement. On sait que le financement dans les écoles, puis c'est encore plus vrai récemment avec les compressions qui ont été annoncées dans les écoles publiques du Québec, ont de la misère à répondre à leurs besoins avec l'argent qui leur est donné. Et se rabattre sur un modèle qui fonctionne très bien dans le privé, c'est-à-dire les fondations. Mais ce que ça fait, c'est que ça dirige l'argent dans certaines écoles plutôt que d'autres, non pas selon les besoins, mais selon les moyens des gens qui sont autour de ces écoles-là. Je comprends qu'un parent veuille soutenir l'école de son enfant. Je comprends qu'une communauté veut soutenir une école de leur communauté. Mais en faisant ça et en s'assurant que ça soit une volonté individuelle de soutenir ces écoles-là, ça fait qu'il y a des écoles qui ont beaucoup de ressources puis d'autres qui en ont moins et certaines écoles qui en ont besoin de plus et qui doivent se retrouver à se retourner vers des entreprises privées, se retourner devant des façons de fonctionner pour encourager le don, des départements complets dans des écoles publiques ou privées dont la mission, c'est simplement de faire entrer de l'argent. Je pense qu'il y a mieux à faire dans nos écoles au Québec. Ce dossier-là est particulièrement intéressant puisque au Québec, on n'avait pas beaucoup vu de grands philanthropes s'intéresser à la cause de l'éducation et les structures de l'éducation au Québec le permettent moins. Par contre, moi, dans mon cas américain, il y a ma thèse de doctorat, j'ai beaucoup vu la philanthropie être active, voire hyperactive au niveau de l'éducation dans le dossier des écoles à charte, qui est une forme de privatisation des écoles. Mais nous, au Québec, c'est précisément ce que Evelyne a étudié, qui est un peu cette facette-là la porte ouverte de la philanthropie en éducation. C'est parce que Evelyne a étudié, alors qu'aux États-Unis, c'est dans quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus développé. Alors, des fois, on a l'impression qu'au Québec, c'est pas en train d'arriver. Et moi-même, j'avais un peu cette impression-là. Mais l'étude d'Evelyne nous montre que, dans le fond, c'est un autre chemin qui est emprunté. Qui vient renforcer l'école à 3 vitesses. Hein? Donc, ce phénomène où est-ce que finalement les enfants, il y a comme 3 parcours. Il y a le public régulier, le public avec des programmes spéciaux, puis l'école privée. Puis selon on est dans quel parcours, ben ça va complètement définir finalement après ça, c'est quoi nos opportunités, puis le type d'enseignement, de parcours scolaire qu'on va avoir. Et donc, les fondations scolaires, ben finalement, c'est un autre mécanisme qui renforce finalement des inégalités ça dirige sociales, celle-là. Exact. Des inégalités sociales, mais qui se transforment après aussi éventuellement en inégalités économiques. Là. Absolument. J'aimerais ça qu'on parle justement de l'importance de parler de tous les types d'inégalités, parce qu'on a parlé beaucoup d'inégalités économiques, de richesse, de revenus, mais évidemment, il y a d'autres types d'inégalités qui traversent nos sociétés et c'est aussi donc les inégalités de genre, de raciales qui sont importantes, même au Québec, et c'est pas juste un phénomène aux États-Unis. Puis oui, il y a du progrès qui a été fait, dans
dans les dernières décennies, mais il reste que actuellement, avec l'espèce de ressac de droite qu'on voit, on voit bien comment justement ces acquis-là sont très fragiles, puis ça ramène un peu aussi l'importance de parler donc de ces inégalités là qui se croisent avec les inégalités économiques là, forcément. Mais donc oui, c'est à l'IRIS, on a eu ce souci-là d'intégrer cette dimension-là, donc ce qu'on appelle des fois la dimension intersectionnelle finalement, ou l'approche plutôt intersectionnelle, donc de tenir compte de l'ensemble, toutes les dimensions des inégalités. On a fait une série sur les inégalités, là. C'était la série Paul Bernard, en fait, qu'on a pu faire parce qu'on a eu un don posthume là, de Paul Bernard, qui était un sociologue qui avait travaillé sur les inégalités, puis ça nous a amené à travailler sur les revenus, la richesse, mais après ça, sur les personnes autochtones, sur la situation des personnes d'origine immigrante. Donc, on a sans doute pas assez travaillé sur ces enjeux-là, là, j'ai envie de dire, d'emblée, mais c'est quand même quelque chose qu'on a intégré dans notre travail. Oui, puis un des enjeux, c'est que faire de la recherche, ça coûte quand même de l'argent, puis c'est pas toujours facile de trouver des partenaires pour parler de sujets qui sont sensibles comme ça. Parler d'inégalités raciales, parler des Premières Nations, parler des inégalités hommes-femmes, ça, c'est déjà peut-être un peu plus facile. Mais avec ce don posthume-là, on a vraiment été capable de choisir entièrement, tout à fait libre, de faire de la recherche, s'engager dans des sujets qui ne sont pas les plus populaires, mais qui sont importants. Et ça nous a vraiment permis de parler plus souvent de tout ça et de notamment les Premières Nations, notamment les personnes immigrantes. Et on a travaillé sur ça bien avant que les sujets explosent et qu'on mette en lumière à quel point la société peut être fracturée sur ces sujets-là. Et puis, je pense que c'est important de continuer. Je suis contente qu'on ait travaillé là-dessus avant et je pense que ça montre l'importance de continuer à travailler là-dessus maintenant. Parce que quand l'IRIS a été créé, dans les mouvements sociaux, le discours, c'était vraiment « on ne parle pas assez de la race, du genre, de toutes les questions LGBTQ+. » Il y avait vraiment cette préoccupation-là. Il y avait vraiment cette critique-là. Et l'IRIS a fait partie des acteurs qui se sont attaqués à ce problème-là. Mais il faut dire, ce sont quand même des mobilisations, des mouvements sociaux qui nous ont permis quand même de nous accrocher à ça. Si on pense à I Don't Know More, si on pense à Me Too, si on pense à George Floyd, ces trois mobilisations-là, tant qu'à moi, ont vraiment, vraiment permis un positionnement médiatique, des réflexions à l'intérieur des institutions, au niveau académique aussi, il y a eu certains changements. Donc, je pense que l'IRIS a pu s'insérer dans ce courant-là et faire en sorte que le vent soit plus fort. Oui, parce que c'est important que la société, qu'il y ait du mouvement pour que ça soit audible. C'est ça. Et ça, on ne peut pas faire ça de façon isolée. C'est collectivement qu'on peut créer ces espaces-là pour que quand ces données-là sortent, quand ces revendications-là sortent, ça soit assis sur quelque chose. L'IRIS, qui est une organisation de personnes allochtones, n'aurait pas pu décréter que 2017 allait être l'année autochtone à l'IRIS. Ça n'aurait pas eu de sens. À un moment donné, il faut que ça soit en dialogue avec ce qui se passe. Et puis, on a la responsabilité d'agir quand il y a quelque chose. On a aussi la responsabilité d'essayer de susciter quelque chose, mais il faut que ça soit en dialogue. Absolument. Oui, puis c'est ça. Mais c'est là où je voulais aller, c'est que, tu sais, par exemple, quand il y a eu justement le meurtre de George Floyd, puis qu'on s'est mis à plus parler de racisme systémique, là, on s'est posé la question, mais au Québec aussi, il y en a, puis il faudrait en parler. Puis on a juste écrit un simple article sur qu'est-ce que le racisme systémique, que je l'ai écrit avec notre collègue Wissam Mansour, puis je le dis pas pour me vanter, mais c'est que ça a été un de nos articles les plus lus, en fait. Puis ça montrait bien, encore à ce jour, c'est ça, là, puis ça, c'était en 2020. Fait que ça montre bien comment il y avait comme... Nous, on voyait ce mouvement-là, puis on se disait, il faut qu'on en parle. Puis en retour, les gens étaient intéressés à entendre parler de racisme systémique au Québec. Et donc là, le moyen, la recherche finalement permettait d'alimenter aussi les mouvements sociaux dans ce dialogue-là dont tu parles. Là. Puis être à l'avant-garde, parfois, c'est vulgariser, expliquer simplement des choses que les gens ne comprennent pas. Tu sais, la notion de racisme systémique, elle était
tellement galvaudé. Je pense que les autorités participaient aussi à la confusion. T'sais. Donc, il y avait une responsabilité importante des gens de l'IRIS et des autres groupes d'amener la notion dans l'espace public, de la discuter, de la dédramatiser, de la normaliser à quelque part. Puis je pense que l'IRIS, qui n'est pas un groupe qui travaille au niveau recherche beaucoup au niveau racisme, a quand même fait un travail important par rapport au racisme systémique, puisque l'IRIS est dans l'espace public aussi. L'IRIS, c'est pas simplement un groupe de recherche élu par des gens qui lisent des recherches. L'IRIS est dans l'espace public. Donc, d'amener toute la notion, de prendre sur soi l'idée de défendre le concept de racisme systémique, je pense qu'il y a des gens qui ont dit, OK, ouais, il y a une crédibilité et on peut l'utiliser. Bon, l'IRIS a toujours suivi un peu la stratégie de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'on essaie d'occuper l'espace public puis de rappeler une idée jusqu'à temps qu'on la normalise puis que ça soit accepté. Là, mettons, dans le cas du racisme systémique ou de toutes les autres luttes contre ce type d'inégalité-là, en contrepartie, on dirait que ça a laissé la place non pas à une acceptation ou OK, ça, on l'a accepté, c'est plus discutable. Au contraire, c'est comme si elle avait laissé ouvert une espèce d'espace où finalement, c'est un conflit de valeurs qui est sur la place publique. Puis il y a les woke et il y a ceux qui défendent les travailleurs, travailleuses, à droite comme à gauche, tu sais. Puis ça, c'est vraiment un nouveau problème, en tout cas, dans lequel on doit être amené à se positionner dans les prochaines années. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire comme institut de recherche. On peut pas tout faire, mais est-ce que, selon vous, il y a peut-être des avenues plus intéressantes à prendre en tant que chercheur là, dans cette reconfiguration-là du débat? Je ne sais pas si je peux répondre à la question, mais c'est sûr que l'utilisation du terme woke est la version paresseuse de répondre à un débat. Si on n'est pas d'accord avec une idée ou qu'on n'est pas d'accord avec une position, même avec des chiffres, avec des statistiques, avec des données, puis que là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on me dit « Oui, mais tout le monde est woke », puis en tant que chercheuse, je peux pas répondre à ça. Moi, j'ai des données, j'ai des faits, j'ai des chiffres. Oui, assis sur des valeurs, puis assis sur une façon de concevoir le monde, mais je suis pas dans un débat sur woke, anti-woke, quoi que ce soit. Je suis une chercheuse qui vient présenter ces données. Donc, c'est un débat qui me frustre énormément parce que c'est un débat qui ferme la porte au débat, qui ferme la porte à être capable d'avancer puis d'essayer de trouver ce que moi, j'espère, des meilleures politiques publiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme chercheur, comme chercheuse? Je pense que c'est continuer à faire notre bon travail en présentant des faits, des données, des statistiques, appuyer, rechercher avec des bonnes sources et d'essayer de ne pas participer à ce débat-là, à ne pas porter flanc. C'est que ces gens-là, ils ont juste une massue, puis tout est un clou, fait qu'ils font juste taper partout en disant ça. Nous, il faut qu'on essaye de se tenir loin du débat, je pense. Peut-être donner des exemples aussi, sans rentrer dans le débat, tu sais, comme qu'est-ce que ça veut dire du racisme systémique concrètement, sans le framer comme ça, ou qu'est-ce que ça, ou des inégalités systémiques au niveau des femmes, tu sais, ça veut dire quoi concrètement? Puis dès que tu commences à rentrer dans des trucs plus concrets que les gens vivent quotidiennement, ben déjà là, peut-être qu'on disperse un peu l'espèce d'aura idéologique puis de réduire tout ce conflit-là juste à différentes valeurs ou différentes positions idéologiques. Si on parle de sexisme dans l'économie, ben faut dire ce mot-là, puis tout de suite mettre une virgule, puis rentrer dans les faits, dans le concret, dans les chiffres qu'on a. Ça me fait penser au travail que tu avais fait avec Simon Tremblay-Popin à l'époque sur les mesures d'austérité du gouvernement, de l'ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard. En fait, c'était l'ancien gouvernement libéral. Et donc, la question de départ, c'était de dire, est-ce qu'il y a de l'austérité et quels sont ses effets sur les hommes et les femmes? Et donc, quand on prenait l'ensemble des mesures de relance économique et d'austérité budgétaire qui avaient été adoptées après justement la crise économique de 2008, on se rendait compte que les mesures de relance avantageaient démesurément les hommes et donc, en fait, des secteurs économiques majoritairement masculins. Et à l'inverse, les mesures d'austérité budgétaire désavantageaient démesurément les femmes parce qu'elles visaient des secteurs d'emploi majoritairement
majoritairement féminin. Donc là, c'était de dire, ben, voyez, peut-être que le gouvernement n'est pas sexiste, mais ses politiques ont des effets sexistes et c'était ça le débat qu'on a eu en commission parlementaire avec Carlos Letao, qui était le ministre des Finances, où il disait, nous, on vise pas les femmes. Mais c'est pas ça qu'on dit. On comprend que toi, en tant qu'individu, tu n'es pas un sexiste... misogyne, dévergondé. Absolument. Mais les mesures que tu fais, j'ai des chiffres ici, puis ces chiffres-là nous montrent que tu n'as pas besoin de viser les femmes pour que les femmes soient affectées. C'est la même personne avec les personnes racisées. Quand on parle de racisme systémique, puis bon, j'ai une personne qui a travaillé beaucoup, j'ai 2 personnes qui ont travaillé sur le racisme systémique devant moi, mais on n'est pas en train de dire « t'es un raciste, vous êtes des racistes », puis le soir, vous brûlez des photos de Martin Luther King en invoquant le démon. Là, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais il existe un courant de fond puis des façons d'agir qui ont des effets différents sur les gens. Puis, ben, les chiffres, les données sont très clairs là-dessus. Puis ça, moi, il y a peut-être 3 avenues que je vois. De un, je pense qu'il faut admettre qu'on fait face à un ressac. En ce moment, il y a un ressac qu'on voit, qu'on lit dans les journaux, qu'on entend dans les commentaires de la population. Puis, je pense que comme chercheur-chercheuse, il n'est pas inutile des fois de exposer les mécanismes discursifs et les stratégies politiques derrière ce ressac-là, sans entrer là, en dialogue constant avec cette tendance anti-woke qu'on entend abondamment. L'autre chose, c'est... je pense qu'il faut aussi faire des fois un travail d'analyse critique face à la tendance progressiste ou néo-progressiste qu'il y a eu dans les dernières années. Je pense que l'approche a souvent été moralisatrice, des fois un peu trop symbolique et assez psychologisante. Donc, je pense qu'il y a un travail de critique aussi qu'on peut faire. Et puis, ça, on est, en tant que chercheur, chercheuse, rester sur les faits, concentrer sur les effets. Ça donne rien de dire aux gens qui sont des racistes que leur politique, ils les font parce qu'ils sont des racistes, mais de leur dire que les effets de leur politique créent du racisme. Ben, ça, que les gens soient racistes ou pas, là, un moment donné, il faut qu'ils en tiennent compte. T'sais. Un moment donné, la logique du procès d'intention, je pense que ça marche pas. Mais les gens qui font les politiques, avec les données, on est souvent capable de démontrer les effets concrets. Donc là-dessus, je pense qu'on a beaucoup plus intérêt. On a intérêt à rester beaucoup plus là-dessus. Oui, le travail qui a été fait, ben ça, c'est pas par les risques, là, mais par des sociologues sur le profilage racial dans la police. Maintenant, ça revient tout le temps, les données qui sont ressorties de cette étude-là, qui montraient que, c'est ça, les personnes noires, autochtones, arabes étaient beaucoup plus visées par des interpellations policières. On peut plus nier là, ce fait-là. C'est une approche intéressante puisque, un peu comme avec le néolibéralisme des années 80, ben, dans l'antiracisme, il y a des fois une stratégie de discours moral et pas parce qu'on veut se camper dans une posture morale, mais on n'a pas les données. Et dans beaucoup de dossiers de profilage racial, on voudrait avoir des données, ne serait que dans le cas de la Ville de Québec, les groupes réclament des données, réclament qu'il y ait la même chose qu'à Montréal, et c'est les autorités qui ne veulent pas. Donc, la culture des données, dans certains cas, ça peut même avantager beaucoup de mouvements progressistes. Des missions de l'IRIS, on a eu l'occasion de le réitérer dans les épisodes précédents, c'est d'accompagner les mouvements sociaux, les différentes luttes sociales au Québec. Historiquement, l'IRIS a été plus près du mouvement syndical, des organismes communautaires. Elle l'a moins été du mouvement antiraciste. Et bon, il y a eu, dans les dernières années, une volonté, en tout cas, de faire quelque chose dans ce sens-là. Bien entendu, on a été confronté à certaines contradictions, d'une part du fait de la presque absence de personnes racisées dans l'équipe de travail. Fait qu'il y a eu toute une volonté de l'équipe de travail d'essayer de soutenir et de conseiller le développement d'un organisme qui se penche spécifiquement sur les inégalités raciales au Québec. Bon, on se disait, clairement, l'IRIS, c'est peut-être pas le bon moteur pour faire ça, bon, en l'absence de ces personnes-là, mais aussi son expertise n'était pas là, bon. Puis, donc, il y a eu des initiatives, l'Observatoire des inégalités raciales au Québec. Oui, qui vient de l'initiative de
du mouvement antiraciste, de personnes issues du mouvement antiraciste. Et bon, nous, ce qu'on s'est dit, ce qu'on peut faire là-dedans avec ce qu'on a, c'est de juste transférer notre expertise, vous dire, voici, nous, on sait comment fonctionne un think tank au Québec. Voici les connaissances qu'on a acquises dans les dernières années en ce qui a trait des communications, le démarchage, le financement. Puis bon, je pense que ça l'a quand même donné un coup de main à cette organisation-là qui a vu le jour en 2022, auquel toi, tu as collaboré, Maxime. Je voulais savoir, en fait, vous, votre vision par rapport à ça. Qu'est-ce que l'IRIS peut faire dans l'état actuel des choses pour essayer d'en faire un peu plus pour soutenir ce genre de mouvement-là? Voilà. Je pense qu'il y a un travail d'accompagnement. Le premier travail au départ, je pense que c'est un travail d'accompagnement, puisqu'il y a, je dirais, du côté des personnes racisées, une grande volonté de faire les choses de manière autonome. Mm-hmm. Mais il y a tellement peu de ressources, il y a peu de moyens, il y a peu de gens, il n'y a pas de tradition établie. Donc, malheureusement, pour faire les choses de manière autonome, ça prend un certain coup de main de personnes qui sont, je dirais, bienveillantes et capables, en fait, qui sont de vrais alliés. Et dans la collaboration quotidienne, ça peut poser des défis. Notamment en raison on prend un groupe comme l'IRIS, on fête notre 25e anniversaire, il y a une procédure, il y a une façon de faire, il y a un historique. De l'autre côté, on a quelque chose qui est en train de se créer. Ça, je pense qu'au niveau organisationnel, ça pose d'importants défis. Puis, je pense qu'il faut le reconnaître mieux au départ, la prochaine fois qu'il y a ce type de collaboration-là. Puis, je pense qu'il faut identifier que l'accompagnement va être le rôle principal. Je pense que l'IRIS peut aussi être une plateforme. Je pense qu'il y a de l'espace au Québec pour d'autres think tanks progressistes qui travaillent sur des enjeux d'économie, de justice sociale, de politique publique. Je pense qu'il y a de la place pour des voix qui sont avec des perspectives qui sont différentes, notamment antiracistes, Premières Nations, la communauté LGBTQ. Il y a de la place pour entendre ces voix-là. Mais comme dit Maxime, c'est pas évident de partir d'une idée puis de finir avec un institut, de finir avec quelque chose d'institué, de reconnu, que les médias, que les décideurs voient de façon claire. Et nous, on peut être une plateforme en transition vers cette indépendance-là. On peut accompagner des gens dans la publication de rapports, dans les publications d'articles. On peut collaborer et être assez humble pour demander de l'aide aussi. Parce qu'on est des chercheurs et des chercheuses avec notre expertise, mais mon expertise, c'est pas toute. Fait que d'être capable de tendre la main vers des communautés pour dire, on nous demande d'intervenir sur ce sujet-là. Moi, mon expertise, elle va d'ici jusque-là et la tienne, elle complète la mienne. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Je pense que c'est un travail sur nous, un travail aussi d'ouverture sur l'autre, en restant toujours garder à la fois la bienveillance et l'humilité de savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on gagne là-dedans. Oui, puis on a parlé plutôt du Centre canadien de politique alternative. Tu sais, ce type de collaboration-là, c'est effectivement, idéalement, on l'aurait avec plein d'autres instituts de recherche, puis parce que c'est vrai que c'est comme, ça nous aide en tout cas à produire plus, à avoir des perspectives différentes sur différents enjeux, puis donc, si on peut continuer à faire ce travail-là collaboratif, la recherche, c'est un travail qui est toujours éminemment collaboratif. Donc, en tout cas, idéalement, on va continuer à travailler dans ce sens-là dans les prochaines années. C'est ça. Puis, une des questions aussi qu'il faut se poser, c'est comment, les politiques d'inclusivité que se donnent les organismes soient pas juste cosmétiques, tu sais, au-delà de juste dire, regardez, on a une personne noire ou on a une personne trans. Mais c'est encore une fois, nous, en ce moment, on est aussi dans des démarches pour essayer de voir comment on peut impliquer plus de chercheurs, chercheuses issus des communautés autochtones. Puis là, il y a beaucoup de questions qui se passent par rapport à ça, parce que c'est ça. C'est beaucoup
questions qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, parce que l'épisode s'achève. Peut-être que pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je pense que la première chose qu'on peut rappeler, clairement, on n'a pas fait le tour de tous les sujets qui auraient pu être discutés, puis un des grands éléments manquants, probablement, c'est la question des vraies solutions aux inégalités. Cela dit, et ça, c'est notre nouvelle du jour, on vous avait dit que c'était le dernier épisode aujourd'hui. On va avoir un 5e épisode, finalement. Qui sait, peut-être le dernier, peut-être pas. On est un peu dans cette vibe-là. Alors, qui va porter sur le post-capitalisme, des solutions aux inégalités. Et ça va être l'occasion aussi pour nous de parler d'autogestion, qui est quand même... On n'a pas réussi à en parler à l'IRIS, mais c'est quand même le modèle de fonctionnement qui s'est donné l'IRIS dans les dernières années, puis qui a quand même réussi à survivre après 25 ans, puis qui a quand même quelques bons coups. Donc, on se dit, ça peut valoir la peine peut-être d'explorer un peu ce sujet-là. D'ailleurs, on l'annonce à l'équipe. Peut-être qu'on n'aura jamais cet épisode-là parce qu'on ne l'a pas fait approuver par le reste de l'équipe. J'espère que tout le monde va vouloir qu'on produise ce 5e épisode-là parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup, c'est ça, des différents enjeux sur lesquels travaille l'IRIS, un petit peu moins sur la question des solutions. Puis les solutions, c'est pas juste, oui, c'est des réformes, mais c'est aussi d'être capable de penser au-delà de l'économie capitaliste pour vraiment s'attaquer à la racine des problèmes. Donc, on aimerait bien que ce 5e épisode-là voit le jour. Puis, tant qu'à parler de souhait, petit rappel, c'est qu'on a fait tout ça parce que l'IRIS souligne ses 25 ans cette année. Donc, on voulait revisiter l'histoire de l'IRIS, mais aussi l'évolution du Québec à travers ces 25 dernières années-là dans le cadre de la balado. Mais c'est un projet qu'on a pu réaliser parce qu'on a une bonne part de notre financement qui vient en fait de dons, que ce soit d'individus ou d'organismes. Et donc, tous ces dons-là qu'on a depuis le début, en fait, qui viennent de membres, des gens qui sont membres de l'IRIS et donc qui adhèrent à notre mission, qui nous soutiennent dans notre travail, c'est vraiment essentiel. Puis ça nous permet, c'est ça, de faire des projets comme ça un petit peu fous. Fou pour du point de vue d'un chercheur, là, peut-être. Mais donc, voilà, c'est ça. Si jamais vous avez envie de nous appuyer, n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide à poursuivre notre mission. Et donc, d'ici au prochain épisode, merci Maxime, merci Evelyne, merci Camille. Merci. Puis à la prochaine. Comprendre l'économie et la transformer est un podcast produit et réalisé par l'IRIS au Studio SF dans le cadre de son 25e anniversaire. L'IRIS ne serait rien sans ses membres, organisations, partenaires et donateurs. Pour nous soutenir, visitez notre site internet au iris-recherche.qc.ca.